Bonjour à tous, merci. En effet, je travaille à INRAE, mais je suis également co-animatrice d'un réseau, donc le réseau mixte technologique alimentation locale, qui est un réseau national financé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui réunit des acteurs de la recherche, de la formation, du développement, à la fois pour produire des connaissances sur la reterritorialisation de l'agriculture, mais aussi accompagner les acteurs de terrain. Et donc à INRAE, comme dans ce réseau, nous travaillons sur la résilience alimentaire depuis quelques années avec une hypothèse au départ, à savoir que le rééquilibrage entre circuits courts et circuits longs, entre global et local, est un facteur clé pour assurer la sécurité alimentaire au regard de perturbations prévues et prévisibles, et même imprévisibles. Et cette hypothèse, donc, nous l'avions tirée de différents travaux scientifiques sur la résilience alimentaire, mais aussi de l'expérience de grandes villes d'Amérique du Nord dont les aménageurs se sont penchés sur la question dès les années 1920. Toutefois, ces travaux et les nôtres montrent qu'il faut compléter cette hypothèse trop simple. Il ne s'agit pas simplement de relocaliser une partie de l'alimentation, mais de reprendre la main sur les flux alimentaires qui approvisionnent la France et les territoires. C'est donc davantage un enjeu de souveraineté alimentaire que d'autonomie ou d'autosuffisance. Il s'agit en effet, comme on a commencé à le dire, de diminuer les dépendances vis-à-vis d'acteurs, de ressources ou de lieux géographiques que ni les acteurs publics ni les citoyens ne peuvent contrôler. Surtout si ces dépendances sont vis-à-vis d'un petit nombre d'acteurs, de ressources ou de lieux, sans d'ailleurs qu'on ne le sache forcément. À Montpellier, par exemple, qui aurait cru que plus de la moitié des commerces vendant des tomates en été seraient dépendantes d'un même fournisseur, en l'occurrence breton. Je n'ai rien contre la Bretagne, mais c'est en tout cas donc le résultat de travaux que nous avons menés et qui ont nécessité d'enquêter directement auprès des commerçants, car il n'y a que très peu de données publiques disponibles sur les flux alimentaires, ni même de données suffisantes sur les commerces qui vendent de l'alimentation. Chaque commerçant ne connaît pas justement les dépendances des autres et croit ou peut croire que sa chaîne d'approvisionnement est résiliente. Sauf qu'à l'échelle d'une ville, d'un territoire ou même d'un pays, la résilience peut être limitée par une dépendance partagée à un même fournisseur. Revenons sur le cas de Montpellier. Imaginons en effet une perturbation chez ce fournisseur de tomates ou bien sur les routes entre la Bretagne et Montpellier. Une maladie qui ravage la production, une grève des transporteurs, et on aura donc beaucoup moins de tomates à Montpellier. Alors ce n'est qu'un exemple qui peut être généralisé à d'autres villes, à d'autres produits à l'échelle du pays. Le problème est que notre sécurité alimentaire dépend principalement d'acteurs privés qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas, et auxquels, pourtant, on l'a délégué. Alors, en effet, renforcer l'offre locale tout en diminuant le nombre d'intermédiaires entre producteurs et consommateurs est un moyen de reprendre la main sur les flux alimentaires. À la condition toutefois que cela ne renforce pas des dépendances déjà fortes ou remplace certaines dépendances par d'autres. L'idée d'augmenter l'offre locale issue de circuits courts dans les supermarchés ne ferait qu'augmenter nos dépendances vis-à-vis de ces acteurs et de ces lieux de vente. La tentation de l'alimentation locale issue de fermes urbaines, certes écologiques, mais parfois très dépendant de technologies high-tech, doit aussi être questionné. Le principe n'est évidemment pas d'être contre la technologie, mais de bien mesurer les risques associés, qui sont ceux aussi de renforcer la déconnexion avec la nature. On sait pourtant que cette déconnexion contribue à nous faire perdre de vue les impacts des modèles agricoles et des choix alimentaires. Ce questionnement nécessaire vis-à-vis de la technologie vaut aussi pour le numérique, dans un contexte où la digitalisation des chaînes d'approvisionnement prend peu en compte les menaces potentielles. Anticiper les menaces appelle plus largement à plus de transparence dans les chaînes d'approvisionnement, y compris dans le court et le local. Qui sait par exemple que certaines plateformes numériques de vente de produits locaux dépendent d'actionnaires privés, parfois étrangers, et d'autres non. La crise de la Covid-19, dont nous avons analysé les impacts sur les systèmes alimentaires dans le cadre d'une grande enquête nationale, Manger au temps du coronavirus, a justement confirmé ce manque de maîtrise des flux alimentaires, ces dépendances fortes vis-à-vis notamment de la main-d'œuvre étrangère ou de la logistique internationale. S'il y avait maîtrise, mais aussi transparence, les consommateurs n'auraient pas eu peur. Peur de manquer ou bien d'être contaminés en achetant en supermarché. C'est un des faits marquants de la crise, comme cela avait été d'ailleurs le cas lors de la vache folle. L'offre locale, les circuits courts rassurent. Mais attention, le local, les circuits courts, pour la plupart des consommateurs, ce sont des produits de leur territoire, bio ou presque, issus de petits producteurs qu'ils connaissent ou bien peuvent connaître, parce que l'intermédiaire, quand il y en a un, est capable de leur en parler. Alors j'en viens à l'essentiel. La résilience n'est pas simplement rééquilibrer circuits courts et circuits longs, global et local, c'est retisser des liens, des relations autour de l'alimentation. Transformer les dépendances en relations de dialogue et de coopération au sein des territoires et entre territoires.
C'est aussi un fait marquant de la crise de la Covid. Les territoires où des liens avaient auparavant été construits entre les acteurs locaux de l'alimentation, où les consommateurs étaient organisés ou bien ont su s'organiser pour commander ensemble à des producteurs locaux, ont fait preuve de résilience. On peut imaginer alors, par exemple, que les métropoles, tout en relocalisant ce qui est possible et pertinent, s'allient à des territoires du Massif central, par exemple, où il y a parfois plus de vaches que d'habitants, pour à la fois sécuriser leur approvisionnement en viande, mais aussi maintenir une agriculture diversifiée sur ces territoires. Alors, nous y reviendrons au cours de la matinée. Les projets alimentaires territoriaux peuvent jouer un rôle clé dans la résilience alimentaire, à condition toutefois que ces projets ne servent pas qu'à faire des réunions ou à payer des bureaux d'études, mais bien à diversifier des chaînes d'approvisionnement de la production à la commercialisation, c'est-à-dire installer des agriculteurs, diversifier les productions locales, rééquiper les territoires en outils de transformation, soutenir la vente directe, les marchés de plein vent, valoriser les artisans, les commerçants de proximité. Toutefois, cette diversification qui est nécessaire à la résilience est contrainte par une politique nationale peu favorable, qui déjà est une importante source de fragilité et limitera l'action de tout PAT, de toute action locale. Les statistiques publiques sont insuffisantes pour agir, nous y reviendrons. La gestion du foncier agricole est confiée à des acteurs qui privilégient l'agrandissement des exploitations agricoles à l'installation de fermes à taille humaine en circuits courts et diversifiés. Les abattoirs locaux sont soumis à la réglementation des abattoirs industriels, si bien qu'ils disparaissent. Le pourquoi de la résilience rejoint donc le quoi, qui sera abordé dans la table ronde numéro 3. La sécurité alimentaire est fragilisée par des lois et des décisions nationales. Il est donc urgent de réviser ces règles nationales au vu des perturbations déjà prévisibles, sans quoi les actions locales n'auront qu'une faible portée, sans quoi également on prend le risque de construire une alimentation sans agriculteurs. Je vous remercie.